Bon, nous reprenons nos échanges. Euh, Beaucoup de questions n'ont pas été abordées lors de la première table ronde. Je voudrais simplement qu'on commence par, on en a parlé, de ce Conseil national de la refondation, et du débat central qui s'est installé, à savoir y a-t-il ou non contournement du Parlement. Alors, dommage, Christine Lavarde est partie. Le débat avait été lancé par notamment Gérard Larcher en disant on n'assistera pas parce qu'on ne veut pas que ce soit un contournement du Parlement. Donc ça, c'est l'objet central, en fin de compte, de ce type euh, de comportement parlementaire, je dis bien de comportement parlementaire, qui finalement se rétrécit en quelque sorte le débat démocratique, qu'on le veuille ou non, parce que dans le débat démocratique, il y a la part des syndicats, des corps intermédiaires, des associations d'élus. Et là, une occasion se présente. Un éditorial, je crois, de Fressos dans Le Monde récemment, il y a 2 jours ou 3 jours d'ailleurs, disait pourquoi finalement refuser ce type de structure. Bon, on dialogue. Donc, on va évoquer cette question. Euh, Simplement, je voudrais, juste avant, parce que Patrick Roger a abordé le problème de la démocratie, crise démocratique, Christian Pierret, et j'ai invité à nous rejoindre à cette tribune, avait une idée, il m'a exprimé, sur les interlocuteurs finalement du débat démocratique, avec qui doit-on faire acte de proximité. Est-ce que, et ça rentre dans le débat d'ailleurs sur le Conseil, oui, le Conseil national de la refondation. Voilà, Christian, vos observations, à la fois tes observations et ton, ton idée, en fin de compte, de la proximité démocratique, sachant que tu as vécu le terrain et que tu es toujours sur le terrain d'ailleurs, quand tu vas dans les Vosges, et que, je rappelle, tu es un ancien élu, un ancien ministre aussi, et que tu as été maire de Saint-Dié. Christian. Merci beaucoup, Denis, pour ton invitation et bonjour à tous. Je vais d'abord dire d'où on parle. C'est plus franc. Moi, je parle à partir de 25 ans de mandat de maire, de plus de 20 ans de mandat de député et de rapporteur général du budget. On a évoqué la loi de finances. Elle aura de l'importance à la fin de l'année. Je pense que un grand blocage sociétal va intervenir au moment de l'application de la Constitution à propos d'une loi de finances qui n'est pas votée au 31 décembre de l'année. On va voir ce qu'on va voir. Et ce qui ne veut pas dire une dissolution, mais ce qui veut dire une crise institutionnelle et probablement sociale qui aura eu lieu avant, ça va être mon propos maintenant, et dont le paroxysme peut intervenir en fin d'année. J'ai été c'est pas un titre de gloire, c'est pour montrer que je connais un tout petit peu ce dont on parle. J'étais le rapporteur de 36 lois de finances initiales, lois de règlement, lois de finances rectificatives ou lois fiscales. Donc, dans ma vie, j'ai répondu à 14 000 amendements. Et dans cette maison, je me souviens d'avoir... c'est très dur un amendement à l'Assemblée. Il y a un pour, un contre, l'avis du rapporteur général quand il s'agit d'un amendement financier du budget, l'avis du président de la commission des finances, et on remet, on resserre si jamais il y a un sous-amendement, on recommence. Donc ça peut, quand on fait du 14 à l'heure, on est content. Parce que pour le budget, on n'arrête pas, on travaille la nuit jusqu'à 5-6 heures du matin. C'est mieux d'ailleurs qu'on travaille tard, parce qu'il reste plus que 4-5 députés, un de chaque groupe, et donc on peut aller plus vite. Donc on augmente la cadence. Le 14 à l'heure, souvenez-vous de ça, Sauf quand ça Jean-Pierre marque une Brard vie. est dans l'hémicycle. Oui, oui, oui. Il n'y avait pas Mélenchon. On parlait sérieusement. Je me souviens de mes dialogues avec Jacques Toubon à 4 heures du matin. Il fallait soutenir sur de la fiscalité. Donc, voilà. Et alors ici, je suis un tout petit peu chez moi parce que je suis l'auteur d'un amendement qui s'appelle le carry back, c'est-à-dire la possibilité pour une entreprise de reporter en arrière ses déficits et d'avoir ainsi
au lieu de les reporter en avant, comme c'était déjà le cas pendant 5 ans, on peut les reporter en arrière sur ce qu'on a déjà payé et d'acquérir ainsi un crédit d'impôt sur l'État. Ce qui était un truc ultra révolutionnaire parce que j'ai fait voter par des communistes. J'appartenais au groupe socialiste. Alors, voilà, ceci. Puis j'ai été maire d'une petite ville de 22 000 habitants où le taux de chômage a fréquemment tangenté les 15-16% et aujourd'hui doit être autour de 10-11%. C'est le textile, c'est l'habillement, c'est la plasturgie, c'est l'industrie automobile qui s'écroule dans le cadre général de la désindustrialisation française, qui est un thème très important pour ce qu'ont dit nos sondeurs, dont j'ai beaucoup apprécié les interventions tout à l'heure, car beaucoup de choses, des blocages politiques et institutionnels viennent de la situation économique, sociale et culturelle dramatique, je dis bien dramatique, que connaît la France, dramatique par rapport à d'autres pays européens, et ce qui m'amènera à trouver en effet, comme m'y invite Denis, quelques propositions. Je veux dire que l'expérience du terrain que je viens de rappeler m'incite à penser que ce dont on parle aujourd'hui, pardon, c'est une autocritique que fait, n'est pas audible dans le fond, par 70% des Français au moins. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les élections présidentielles, législatives, et avant les municipales, il y a des maires qui ont été élus avec 16% des inscrits. Le mien en particulier, c'est qui m'a succédé, il a 16% des inscrits. Les élections législatives et présidentielles ont montré qu'il y avait une véritable défiance vis-à-vis de la société telle qu'elle est, par beaucoup de gens qui se sentent abandonnés, qui se sentent non écoutés et qui se sentent méprisés. Ça s'est traduit par la crise des Gilets jaunes, qui n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas de leadership, mais qui était essentiellement le fait de « je ne suis pas écouté dans la vie ». Alors, dans ma ville, ils occupaient des ronds-points. D'ailleurs, une grande différence avec mai 68. En mai 68, on occupait les entreprises, je vais y venir. Là, on occupait des ronds-points du domaine public de l'État. Et ils disaient, en fond, on veut être écouté. C'était l'histoire du RIC, l'histoire de référendum, d'initiative citoyenne. Donc, on n'est pas écouté. On a une défiance vis-à-vis de la société. On a une exaspération vis-à-vis de l'autorité. Et une culture de l'entre-soi. Alors ça, c'est dans les classes moyennes et moyennes supérieures. On est entre-soi. J'ai été membre longtemps, jusqu'à maintenant, pendant plusieurs dizaines d'années du siècle, et je connais les discussions dans ce club très ouvert qui comprend beaucoup d'énarques, de médecins, de professeurs agrégés. Pas autant de professeurs agrégés de médecine qu'on nous en a montré à la télévision, puisqu'il y en avait un nouveau tous les jours, mais quand même, et d'artistes, etc. Et l'entre-soi, c'est très significatif, cette catégorie sociale de gens intellectuels qui font beaucoup d'études, qui ont beaucoup de responsabilités, qui s'échangent au cours d'un apéritif beaucoup d'informations, de gouvernance, qui en fait tiennent le pays. C'est là que ça se passe pour orienter les choses. Et l'entre-soi est un... Et puis, il y a aussi l'éclatement des différentes identités que je lis bien dans la situation aujourd'hui de la France. Il y a des identités, il n'y a plus tellement un peuple français qui s'organise politiquement. Ça veut dire que aujourd'hui, la démocratie française ne se passe plus tellement, et pourtant j'y ai consacré ma vie, à la vie parlementaire, ne se retrouve plus dans le débat politique général. Il se retrouve dans la somme d'un président de la République ou d'une présidente, s'il y en avait, si c'était le cas, président de la République plus Internet, auquel il faut ajouter président de la République plus Internet plus GAFAM qui fabrique l'univers des gens, qui forme d'une certaine manière l'opinion des gens sur la société à laquelle ils participent, et qui donne ainsi une toute autre tonalité au débat juridique et culturel sur la politique telle qu'elle est. Je pense que pour
répondre à ce qui va immanquablement produire une crise sociale profonde. Crise des revenus, on le voit avec l'inflation, la désorganisation due notamment à la crise, à la guerre en Ukraine, crise du climat, qui dépasse énormément les gens, le climat. Ils sont d'accord qu'il faut faire attention, mais ils ne voient pas ils préfèrent discuter du prix de l'essence que de dire comment est-ce que je pourrais être co-responsable d'une amélioration de la situation. Ils ne voient pas vers où on va. Il n'y a aucune conscience, je dirais, au bout des doigts de la situation dans laquelle on se trouve vis-à-vis des questions de climat et de dérèglement climatique. Crise aussi de la santé publique qui était, et c'est là que je vais embrancher sur ce que je souhaitais que je dise, qui a été un moment où on a constaté ça. L'ASH, l'agent de service hospitalier, l'infirmière, ou infirmier ou infirmière, se sont considérés bien avant comme un peu abandonnés dans un service public qui n'a jamais assez d'argent. En tant que député maire, j'ai été président du conseil d'administration puis du conseil de surveillance d'un hôpital de première catégorie, donc très important, qui était la deuxième entreprise l'Atos Saint-Su de ma ville et de ma région. Les gens considéraient qu'ils étaient méprisés, oubliés, avec des budgets qu'on finissait toujours avec des bouts de ficelle, avec des investissements qu'on ne pouvait pas financer, avec des problèmes de santé publique qui n'étaient pas traités comme on aurait pu le traiter par le vrai CNR, à savoir par la prévention, l'éducation à la santé, la réformation de l'art de se nourrir, par l'hygiène, etc. On n'a fait aucune prévention, on n'a aucune politique de la santé, on n'a aucune vision de la santé. On répond à la maladie en administrant des médicaments et des traitements. Donc on n'a pas de politique de la santé en France, malgré l'élan qui avait été celui de la libération et de la conception même de la sécurité sociale, qui n'était pas une assurance, mais qui était une sécurité vécue en responsabilité par des citoyens. On en est loin. Donc, dans la santé, les gens se sont sentis abandonnés et ils ont pourtant donné le meilleur d'eux-mêmes. Dans la santé, les gens se sont sentis abandonnés et l'État n'a pas été capable de réunir pendant plusieurs mois les conditions de sortie de la crise. Où sont nées les quelques initiatives des conditions de la crise? Dans un secteur totalement inattendu, c'est le secteur des entreprises, lié un peu à la manière canado-américaine, avec des centres de recherche, des universités, etc., où on a dit, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de respirateur, on va en fabriquer. Et on va prendre des initiatives. L'initiative entrepreneuriale est un très bon exemple dans une crise très profonde où les pouvoirs publics étaient incapables d'avoir des avions venant de Chine, où les régions se battaient avec l'État pour que les avions venant de Chine apportant des masques puissent être distribués là plutôt que là, où il n'y avait pas d'appareils respiratoires, où il n'y avait pas d'autres systèmes techniques qui étaient nécessaires. Des entreprises se sont prises par la main et ont créé les conditions d'une réponse d'initiative responsable et citoyenne à une situation de crise. Quelle belle démonstration d'une situation où l'État révèle son insuffisance, malgré l'élan de fond que porte la santé publique, l'idée de servir le public, l'idée que nous avions quand on passait certains concours administratifs. On ne rentre pas à l'ENA pour se servir, on rentre pour servir une idée. Enfin, dans ma génération, franchement, c'était comme ça. Qu'on soit de droite ou de gauche, on avait l'idée de servir un idéal, celui de l'État. J'avais une conception de l'État, forte. Je parle peut-être, ça peut vous sembler, je vous dis ce que je pense. Ça peut vous sembler prétentieux ou je ne sais pas, mais je crois vraiment à cette idée. Et aujourd'hui, après la destruction de l'ENA par un de ses anciens élèves, on a en même temps détruit l'élan qui pouvait, conduire à restaurer un esprit de service public qui est bien nécessaire dans une société française où le capitalisme n'est pas comme ailleurs. Il y a un capitalisme qui est culturellement français, avec un rôle de l'État différent, un rapport entreprise-État différent. Avec un capitalisme qui a besoin
de s'appuyer sur des services publics efficaces et où on croit à quelque chose. Bref, à une société où, alors là c'est complètement absent du débat de ce soir, une société où on a un projet de société. Le vide, mesdames et messieurs, de notre situation aujourd'hui en France, le vide politique, c'est qu'on a fait une campagne présidentielle où il n'y a pas d'autre projet qu'un seul. Vous en aviez parlé tout à l'heure, celui sur les retraites par le président élu, qu'un seul, celui de faire la chasse aux immigrés par la candidate qui a été battue. Et il n'y a pas de Weltanschauung, comme disent les philosophes, de vision du monde qui s'exprime à l'occasion du moment fort de la démocratie française, qui est la présidentielle, puisque les institutions sont ainsi bâties aujourd'hui. Il n'y a pas non plus de débat de société au Parlement. Le débat au Parlement est, alors je prends sur moi ce que je vais dire, minable par rapport à ce qu'il devrait être. Il n'est jamais relié à une vision qui dépasse, comment ça va être apprécié ce que je vais voter dans les sondages. La démocratie, je critiquais ça chez Rocard, déjà. On avait eu un séminaire à Jouer les tours, qui est resté très célèbre pour ceux qui, à l'époque, suivaient la politique, où Rocard avait dit il faut qu'on se module, qu'on se modèle, je ne sais pas ce qu'il faut dire, sur les sondages tels que les Français l'expriment, parce que ce sera comme ça qu'on sera le plus démocratique. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Merci, et pourtant c'est vous qui fabriquez les sondages. Absolument. J'ai vu François Mitterrand tenir bon sur la suppression de la peine de mort. C'était très impopulaire. 70% des Français étaient hostiles. Plus de 70%, je crois, à l'époque, genre sous votre contrôle. J'ai vu Charles de Gaulle se prononcer sur un certain nombre de moments forts de la vie politique contre l'avis fort des Français. On a connu des périodes où j'ai appartenu à un gouvernement où Jospin maintenait, malgré l'hostilité générale, l'engagement pour le nucléaire. Je me souviens d'une de ses réflexions dans un avion au retour d'Allemagne où on critiquait la position des Allemands là-dessus. Moi, je suis pour le nucléaire, mais je ne veux pas être le seul en Europe à le défendre. Mais c'est une position courageuse. Moi, je n'ai jamais cessé de la défendre en tant que ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, les faits me donnent raison. On n'en serait pas là si on n'avait pas tout abandonné au point de vue technologique et laissé tomber un secteur où on était dans les meilleurs du monde et où maintenant, on ne sait même plus faire une soudure. Donc, il y a une réalité. Alors, la réalité, c'est que les gens, ils se sentent abandonnés. Et que dans une petite ville moyenne, 22 000 habitants comme Saint-Dié-des-Vosges, dans un département chute libre sur le plan industriel, dans un pays qui avait 21%, il n'y a pas de relation de cause à effet, quand j'étais ministre, 21% de son PIB était industriel, aujourd'hui c'est 11%, moins que la Grande-Bretagne, mais on n'a pas les banques, ni l'assurance, ni les réassurances, ni les Lloyds, etc., des Anglais. Donc on n'a plus d'industrie, mais on n'a pas la finance anglaise. On n'a plus d'industrie, les Allemands sont toujours à 23-24% de leur PIB, et ils ont des syndicats forts, nos syndicats ont disparu, et le mépris dans lequel certains, et non des moindres, tiennent à la fois les organisations syndicales, l'humiliation du patron de la CFDT il y a quelques temps est quelque chose de dramatique. Et le mépris dans lequel on tient les élus locaux dès le début du mandat de notre président de la République ont fait que tout ça, aujourd'hui, nous conduit à une situation où, pour s'en tirer, il faut savoir où est le pouvoir et comment le maintenir. Et je termine là-dessus. Le pouvoir aujourd'hui, il est là où on crée la valeur économique. Le pouvoir politique, dans un État qui ne représente plus que 4% du PIB mondial, et dans un État ouvert, et c'est très bien, au sein de l'Union européenne, à l'ensemble de la planète pour le développement économique, le pouvoir est là où se décide et où s'organise l'économie. Et là où se décide et s'organise l'économie, c'est l'entreprise. Là où se crée la valeur, c'est l'entreprise. Et qui plus est, il y a comme une sorte de pollinisation croisée entre État, avec l'école publique, laïque et obligatoire, qui est notre fierté, et les entreprises. Il y a une pollinisation des valeurs. La valeur de l'entreprise. On a de l'initiative, on est responsable, on porte une certaine idée de soi-même, on est fier du travail. Le travail est au centre de
de l'organisation sociale de l'entreprise, comme il devrait être au centre de l'organisation sociétale. Il ne l'est plus. Aujourd'hui, ce qui est le centre, c'est la solidarité fondée sur ce seul principe, je suis solidaire avec les autres, mais pas sur l'exigence qui fonde la solidarité, à savoir je fais partie d'une communauté nationale qui, par son travail, organise son élan, sa croissance et sa vie sociale. Et comme il n'y a plus de vision du monde qui irrigue la politique, comme il n'y a plus de projet politique global, comme il n'y a plus la conception du progrès, qui parle du progrès en politique? Plus personne. Qui parle des valeurs de la Révolution française et des Lumières? Plus personne. On pourrait leur donner, on devrait leur donner une actualité très vivante. Qui parle de la vision à long terme? Plus personne. On a parlé excellemment tout à l'heure, et j'aurais bien aimé aussi participer à cette discussion, de problèmes constitutionnels, de problèmes législatifs, de comment on va faire la loi, comment elle va être critiquée, etc., des groupes politiques. Mais la vision à long terme de la France, il n'y a plus de plan. Le plan à la française, hein, c'est-à-dire un plan incitatif qui organisait, bien que nous ayons fait en 82 une loi pour le plan, elle n'a jamais été appliquée. C'est assez bizarre. Il n'y a plus dans la société qu'une somme de groupes d'identités différentes, sans cohésion véritable. Et la seule cohésion, c'est le droit de s'engueuler avec violence sur les réseaux sociaux. Alors là, ça marche la politique. Les réseaux sociaux fonctionnent immédiatement. C'est le miracle de l'écran. On peut immédiatement dire qu'un type est un vendu, un salaud, un pourri, que la politique est dégueulasse, etc. Pardon pour les expressions, mais c'est comme ça qu'il s'exprime. La violence en politique se vit sur les réseaux sociaux et la vie du citoyen sur la politique se vit à partir des réseaux sociaux et non plus à partir d'une référence à une vision de long terme. Donc ma proposition est la suivante. Il faut qu'on rétablisse faut qu'on remette les choses à l'endroit, à savoir distribuer, évoquer, distribuer, et c'est très difficile à faire, le pouvoir à partir du lieu où il s'exerce vraiment sur la société. C'est typique aujourd'hui. On va faire de la pub sur Total et ses profits extraordinaires. On va dire les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et la petite entreprise allemande qui a vendu son vaccin Pfizer sont des salopards parce qu'ils profitent de la situation. On ne sait pas, moi je suis administrateur de plusieurs sociétés dans ce domaine, dans le domaine de la santé, que pour sortir une molécule, il faut 10 ans, il faut au moins 10 ans, il faut en travailler 10 000 pour en trouver une, et il faut dépenser entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros. Et quand une petite société réussit, comme celle qui a réussi le vaccin, c'est qu'elle a réussi à regrouper moins, parce que son équipe était 30 personnes environ, sur une innovation de rupture. Et d'ailleurs, l'entreprise se définit essentiellement comme étant le lieu de l'innovation de rupture. Et on a besoin de ça dans les sociétés. On a besoin d'innovation de rupture capable d'enclencher des phénomènes de rénovation complète de la vie sociale par le travail et par l'échange. Et donc, je pense qu'en répartissant autrement le profit dans la société, y compris lors des fusions-acquisitions dans les plus-values réalisées dans les entreprises, la maîtrise démocratique dans l'entreprise de la plus-value est un lieu important de répartition du pouvoir, de même que la répartition du travail pour créer le profit de l'entreprise est un lieu central du pouvoir. Donc, si l'on veut réformer la société, ce n'est pas la peine de réformer la Constitution. Elle est très bien comme ça. Ce n'est pas la peine de réformer le processus législatif quand il est vécu par des gens qui ont un petit peu quelque chose dans le ventre et qui ont quelque chose à dire sur la société. C'est très bien comme ça. Arrêtons de faire une loi tous les ans pratiquement pour la sécurité. Il y a plus de 20 lois sur la sécurité. C'est d'un ridicule achevé. Enfin, on fait une loi tous les ans pour améliorer la sécurité. Alors maintenant, c'est les rodéos dans les rues. Hier, ça va demain être le poignardage, puisque ça devient à la mode dans les pays anglo-saxons. Donc le coup de couteau, on va faire une loi pour les coups de couteau, on va faire une loi pour à peu près tout. Et ça n'a aucun sens. Donnons par l'éducation, la formation, et qui est au cœur de tout,
et la qualification professionnelle donnant un sens au travail et à l'organisation sociale du pays. Voilà, je m'arrête là parce que ma voix ne tient pas. C'est un bon régulateur du temps de parole. Bon, merci Christian Pierret. C'est un plaidoyer formidable sur effectivement le travail. Une réflexion sur la démocratie. Emmanuel Rivière voulait vous répondre sur les questions des sondages. C'est vous qui me l'avez demandé alors. Donc. Alors, vraiment très brièvement, mais comme vous étonniez, M. Pierret, qu'un sondeur. Ah ben on ne peut pas l'interrompre. Qu'un sondeur partage votre aversion sur une pratique qui consisterait à se laisser dicter ses orientations par les sondages. Faire ça, c'est un peu comme demander, selon moi, à un GPS de vous dire où aller. Et je me sers tous les jours d'un GPS et je crois à l'utilité des sondages. Mais je ne demande jamais à mon GPS, c'est toujours moi qui rentre à destination en fait. Et après, il me dit par où passer, combien de temps je vais mettre, si ce sera difficile ou pas. Et c'est ça le bon usage des sondages en fait. C'est de s'en servir. C'est pas le sondage que je critiquais. Oui, je vais compris. C'est C'est pour dire ce sur quoi on est d'accord. Et là où la politique s'égare, c'est quand elle confie au GPS, quel qu'il soit d'ailleurs, le soin de définir la destination et non pas le trajet. Merci. On avait dit qu'on aborderait le problème du Conseil national de la refondation et des thématiques correspondantes. Parmi ces thématiques, il y a effectivement les collectivités, ou plutôt l'intérêt territorial. Christian Pierret a parlé de où était le pouvoir. La réflexion aussi est de savoir si le pouvoir est dans les collectivités territoriales. L'activité au cours du dernier quinquennat a été très forte, la loi 3DS notamment. Il y a quelques jours, une association d'élus locaux a fait en quelque sorte porter un défi avec le président de la République. On participe à cette conférence de la refondation à condition que vous vous engagiez sur la décentralisation. Alors la décentralisation, donc ça va faire 20 ans, enfin ça a dépassé les 20 ans, on en est à l'acte, je ne sais plus combien, 4, 5, non, on compte même plus d'ailleurs, parce que maintenant. Et on demande aujourd'hui un autre engagement encore sur la décentralisation. Est-ce que le jeu n'est pas peut-être un peu dangereux d'aller maintenant dans un sens où on demanderait aux collectivités territoriales, en fin de compte, de remplacer l'État, et notamment remplacer l'État en matière financière, et qui en ferait les frais, vraisemblablement les citoyens, et d'augmentation des impôts locaux, parce qu'on n'a pas assuré les réformes qu'il fallait jusqu'à présent en la matière. Alors, dans le cadre de la refondation, est-ce que les collectivités territoriales, bien sûr que les collectivités territoriales ont leur place et les associations d'élus, mais quel est le périmètre aujourd'hui qu'il faut définir, compléter? Quel est le rôle donné aux collectivités territoriales, sachant que vous-même, à la tête de la mission Cœur des villes, avez porté au moment du confinement, au moment de la crise sanitaire, non seulement un effort, mais une réussite en quelque sorte de sauvetage à la fois des villes, des petits commerces, on parlait des entreprises tout à l'heure, et en tout cas le rôle que vous avez mené à cette occasion est assez exemplaire, parce qu'il montre qu'en période de crise, en tout état de cause, il faut trouver les moyens d'associer les élus au monde de l'entreprise, en tout état de cause, et c'est ce qui s'est passé en fin de compte avec votre mission. Donc je vous donne la parole, Roland, pour que vous nous disiez un peu ce qui manque aujourd'hui. Quel est le complément qu'il faut dans la perspective territoriale et répondre aussi à ce que demandait Christian Pierret, où est le pouvoir? Vaste programme. Alors, merci de votre invitation et très heureux d'être parmi vous. Et
et bien sûr très heureux d'avoir Christian Pierret qui a présidé l'association des villes Des petites moyennes villes. et dont Ah non, des Saint-Dié villes fait moyennes, d'ailleurs ouais. partie des villes moyennes dont j'ai l'honneur de m'occuper. Juste en un mot avec le programme national dont je m'occupe, qui est Action Cœur de Ville, qui est arrivé après 30 ou 40 ans où on a complètement négligé ces villes à taille humaine, désindustrialisation. Je parle sur votre contrôle, Christian, mais rappelez-vous, moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup choqué à l'époque, mais tout le monde trouvait ça très bien, c'est qu'un grand patron français, manager de l'année, avait indiqué que lui, il préconisait une industrie sans usine, sans quoi il a parfaitement réussi en France, mais il était quand même manager de l'année, élu par tous ses pairs, par tous les médias, et je pas par vous. Donc ça veut dire aussi d'où on vient. Et donc bref, Action Cœur de Ville, c'est quoi? C'est soutenir le développement durable et l'attractivité des villes moyennes, en clair les villes préfectures ou préfectures, qui exercent une fonction irremplaçable de centralité, sans lesquelles tout le territoire s'effondre, si elles ne peuvent plus les exercer, et cela en redynamisant prioritairement leur centre-ville. On avait aussi beaucoup délaissé, je ne parle pas au niveau local, mais de manière globale, ce n'était pas un sujet dont on parlait. Et avec une méthode dont je vais dire un mot, qui est peut-être la réponse à la question, parce que moi je suis frappé, alors je mets un peu à titre personnel, même si c'est filmé, mais en France on est quand même un pays très conceptuel. On adore bâtir des cathédrales administratives. Des Chines poussent à bâtir des cathédrales. À bâtir des cathédrales. Et on est tellement fatigué parce qu'on veut vraiment l'objet parfait administratif. Donc on vote des lois très grandes, on vote des arrêts, on décrète, on arrête, dans un luxe de détails. Et on est tellement épuisé par cet exercice qui a duré des années, assez artificiel, que souvent on passe à autre chose. Mais on ne se préoccupe que rarement de la méthode. Et tout est dans la méthode. Donc, pour vous donner, mais juste comparaison n'est pas raison, mais Action Cœur de Ville, un plan de 5 milliards du gouvernement avec des partenaires financiers comme la Caisse des dépôts, Action Logement, l'ANA, etc., pour 222 villes moyennes de métropole et d'outre-mer, en dehors, c'était juste des métropoles, pas de loi, pas de décret, pas d'arrêté. Il y a juste 2 textes, une instruction ministérielle au préfet qui dit voilà la liste des villes, voilà un peu comment c'est les trucs avec les élus, et un arrêté de mise à disposition de votre serviteur de l'intérieur à la cohésion des territoires. Ce sont les 2 seuls textes qui réglementent, si j'ose dire, Action Cœur de Ville. Deuxièmement, vous parlez de à qui a le pouvoir, décentralisation, etc. Est-ce qu'on a besoin, là, il y a encore certainement des perfectionnements à faire, mais notre République est décentralisée, ça fait quand même depuis 40 ans, mais elle n'est pas décentralisée dans la manière de raisonner. Et aucune loi n'y changera rien. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas toiletter, améliorer les textes, parce que les répartitions de compétences, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'améliorations. Mais on continue à légiférer, à stipuler pour autrui, loi après loi, texte après texte, sans que les personnes, les collectivités notamment, qui vont être responsables et qui ont la compétence sur le sujet, sont même associées à l'élaboration de la décision. Prenons un exemple tout simple, qui n'est pas mon domaine, je dirais, direct aujourd'hui. La petite enfance, c'est une compétence facultative des communes, des interpôts lorsqu'elles délèguent. Vous avez en permanence, mais ça, je ne parle pas sur un temps conjoncturel, mais sur un temps plus long, on dit on va créer tant de crèches, on va avoir la cantine gratuite, etc. Qui paye, qui décide, ce sont les collectivités. Jamais, en termes institutionnels, je parle, après, je ne fais pas de politique conjoncturelle, mais jamais en termes institutionnels, ceux qui ont la compétence, la responsabilité, qui vont payer, ont été associés de près ou de loin au process de décision. Je parle sur le contrôle, Christian, mais c'est comme ça. Donc, troisième élément de méthode, nous, on fait une vraie décentralisation de la responsabilité. Quand le programme a été inventé par Jacques Mézard, et il a dit, mais moi, le programme est totalement décentralisé, mais dans cela, l'élu est responsable du projet de revitalisation de son centre devant tout le monde. Nous, notre boulot, c'est de mettre en place de l'ingénierie, des financements, des partenariats, de faire que tout le monde se parle pour échanger bonnes pratiques et difficultés, améliorer l'écosystème national, etc., etc. Et ce n'est pas le ministre, encore moins votre serviteur, qui va dire au maire de Saint-Quay ce qu'il doit faire pour ça, qui est mieux placé pour le faire.
Donc, décentralisation de la responsabilité, déconcentration, c'est le préfet de département qui représente l'État, qui négocie au nom de l'État, rien n'est décidé au niveau central. Peut-être que c'est... Et donc, en clair, on fait confiance aux élus, aux acteurs locaux. C'est peut-être une méthode qui n'est pas forcément la plus inefficace dans notre organisation. Troisième élément, il faudrait, et Concordeville peut être un exemple, il y en a bien sûr d'autres, et je pense que l'enjeu aujourd'hui, là j'en ai des convictions personnelles très profondes, de la mise en œuvre de la transition écologique, ne pourra se faire que dans et avec les territoires qui n'ont pas attendu pour mettre en place un certain nombre de dispositifs. Il faut les impliquer. Mais d'abord qu'on passe aussi à une culture du résultat à atteindre plutôt que du process. Beaucoup de nos textes parlent uniquement de procédure. Mais soyons jugés sur le résultat. Disons, vous devez réduire la vacance de logement, vous devez réduire la vacance de commerce, vous devez arrêter l'étalement urbain, vous devez requalifier vos zones commerciales périphériques, vous devez remettre de la nature en ville, etc. etc. Et après, chacun s'organise et qu'on raisonne projet, mais qu'on arrête de raisonner procédure. Et je passe mon temps à répondre parfois à des questions en disant mais qu'est-ce qu'on fait dans quelle situation? Est-ce que j'ai le droit à mon avenant? Je lui dis vous faites ce que vous voulez. Alors ça désarçonne beaucoup. Ça désarçonne beaucoup parce que non, j'ai dit mais vous faites comme vous pouvez le faire localement. Il n'y a aucun problème. Donc méthode, projet local, contrat, gouvernance partagée. Ne pas passer son temps à réinventer des nouvelles procédures, des nouveaux périmètres, etc. Tout le monde est épuisé localement par ça. Alors j'ai fait une suggestion dans le cadre de la... J'ai remis cet été un rapport sur la prolongation du programme s'il devait s'arrêter cette année. Et suite à la demande des élus, le président, le gouvernement, on dit ok, on prolonge en 2023-2026. Donc j'étais chargé de faire un double rapport. Un sur qu'est-ce qu'on met dans la prolongation en plus de ce qu'on fait déjà. Et deuxièmement, j'ai été chargé de faire un rapport complémentaire sur la requalification des entrées de ville et d'agglomération, ce qu'on appelle la France moche. Mais là, en clair, ce que j'essaie de plaider, c'est de dire qu'il y a une priorité collective, au-delà que ce soit une priorité politique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on mette le paquet sur la transition écologique, la transition politique, etc. Il y a peut-être besoin de planification nationale, mais au central, mais il y a surtout besoin que les échelons opérationnels, que sont villes et interco en l'occurrence, sur ce sujet-là, soient pleinement intégrés. Et donc, j'ai suggéré que dans ce cas-là, qu'on n'a pas besoin de réinventer d'autres procédures, qu'on a tous les outils qui existent déjà aujourd'hui, on a les périmètres, on a les collectivités, on a les compétences. On a aujourd'hui de plus en plus partagé tous ces grands enjeux de lutte contre la sobriété foncière, la sobriété d'usage, la renaturation des villes, enfin bref, tout ça. Donc, j'ai dit, mais on peut commencer tout de suite. On a dans notre pays déjà une flopée de dispositifs qu'il faut bien sûr doper et améliorer, etc., etc. Et donc, j'ai dit qu'un programme comme Action Cœur de Ville, par contre, c'est un quart de la population française, les villes moyennes, pour faire simple, avec leur agglomération, et on est un peu en pointe sur ces sujets. On peut être l'opérateur territorial, ça peut être le démonstrateur et le pionnier territorial de la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique en partant du projet de développement local. Alors, je préconise deux autres énormités. Un, pouvoir d'adaptation du préfet, en négociant avec les collectivités, non pas sur l'objectif à atteindre, mais sur comment on y va. Parce que la situation de Saint-Dié, la situation d'Épinal, ou la situation d'Issoire, où j'étais hier, de Rion, où j'étais avant-hier, n'étaient pas les mêmes enjeux, etc., etc. Qu'on donne de la visibilité pluriannuelle, y compris sur les financements de l'État, des partenaires positifs, qu'on ait une certaine stabilité, visibilité. Et puis, je préconise un autre principe, que le territoire sera engagé, plus il serait aidé. Vous voyez, donc,
voilà, je ne veux pas trop développer sur ce plan. Je rebondis aussi sur ce qu'a dit Christian Perret quand il parlait du rôle de l'État et son diagnostic sévère et malheureusement juste, parce qu'il y a une époque, je ne dis pas forcément que c'est une époque bénie, mais où l'État savait faire. Il y avait des entreprises, il y avait des directions, il y avait des ingénieurs, il savait construire, il pouvait être maître d'ouvrage. Aujourd'hui, on a un État en tout cas, qui s'est rétréci pour administrer, légiférer. Et donc, on a plutôt tendance à privilégier le schéma, la norme, la directive. C'est une manière pour la haute technostructure centrale de se reproduire. Parce qu'on n'est plus dans ce cas-là dans l'opérationnel, mais on est toujours dans le rêve de certains, c'est que cette vision normative, bien sûr, irrigue aussi les collectivités locales, parce que c'est une manière de reproduire un système qui est un système uniquement de production de normes et non pas de résultats, à atteindre. Voilà, alors donc, moi je pense qu'il ne s'agit pas, on est dans un rapport où État, collectivité territoriale doit absolument être main dans la main. Il faut qu'on dépasse les questions de confrontation stérile. Thierry a bien rappelé les enjeux et là où était le pouvoir est dans l'entreprise, mais il est aussi à l'échelon local, sur un certain nombre de sujets. C'est très intéressant parce qu'il y a eu deux contributions récentes aussi, enfin il y a eu pas mal, mais sur les villes moyennes, de personnes différentes, mais qui vont toutes dans le même sens. Un rapport de l'Institut Montaigne, présidé par Paul Hermelin, PDG de Capgemini, donc quand même une entreprise mondiale de high-tech, et qui dit finalement l'attractivité résidentielle conditionne l'attractivité économique. C'est un changement de paradigme total. Avant, on implantait une usine, on disait qui même me suivent. Aujourd'hui, les entreprises, elles ne trouvent plus les gens qui vont suivre n'importe où. J'étais hier, par exemple, avant-hier à Rion. Vous voyez même les problèmes dans les petites villes, parce qu'on croit que la dynamique n'est que dans les grandes villes. À Rion, il y a Hermès qui est en train de rénover une ancienne manufacture de tabac avec 300 salariés qualifiés. On ne sait même pas où loger les personnes. Il n'y a plus de zone détendue en France en termes de logement. Donc il faut qu'on arrête de penser zonage, cartographie, etc. Il n'y a pas les villes moyennes les plus improbables où j'ai le plaisir de me rendre, qui ne sont pas au carrefour de l'Europe. Tout le monde me dit qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de logements pour répondre à l'offre. Pas assez de logements rénovés ou neufs. Donc, de dire que c'est des zones détendues, c'est absurde. Par contre, le fait que dans notre pays, pour la plupart des entrants, prenons cette expression, on ne peut plus se loger dans les grandes villes. Je n'oppose pas les niveaux de territoire, mais moi je suis quand même sidéré, là j'exprime une opinion très personnelle, moi j'en ai assez que tous les 6 mois, dans les grands magazines hebdomadaires sur papier glacé, on se félicite avec des belles photos couleurs, que sans rien faire, tel appart a payé 10% ou 15%, et que la plupart de nos compatriotes aujourd'hui, en termes de charges contraintes, ne peut plus se loger correctement. Et donc on a tout intérêt, et c'était le deuxième message, là c'est Fromentin qui a fait des publications économiques là-dessus, en disant que le potentiel de croissance dans notre pays repose sur ce tissu de petites et moyennes villes, entrepreneuriales, agiles, villes à taille humaine, où beaucoup de nos compatriotes, notamment les plus jeunes générations aujourd'hui, ce qui est très intéressant, estiment qu'elles ont envie d'y vivre parce qu'elles trouveront tous les services, mais en même temps la ville du quart d'heure, etc., etc. On pourra mieux concilier parce que le rapport au travail change aussi considérablement et on a envie à la fois d'avoir une possibilité de développement professionnel tout en ayant un épanouissement personnel et familial plus facile. Bref, on est en train de redécouvrir, et c'est peut-être ça la vraie décentralisation, c'est une réponse un peu longue à votre question, on est en train de découvrir que la France, peut-être singulièrement par rapport à d'autres pays, a un maillage exceptionnel de villes qui ont leur identité, leur histoire, qui étaient pour beaucoup des villes industrielles et qui sont prêtes à redevenir des villes industrielles, ou en tout cas entrepreneuriales, entreprenantes, que c'est un potentiel de croissance énorme pour notre pays. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est beaucoup de rapports qui disent que la croissance sera là. Parce que par ce côté extrêmement
dirais, réactif, etc. Et qu'on a besoin aussi de répondre à l'aspiration profonde de nos compatriotes bien avant la crise sanitaire, mais qui a été renforcée par la crise sanitaire, de trouver à se loger, à travailler et des conditions de vie qui soient plus satisfaisantes que de construire une quatrième couronne. Et donc, là, oui, les élus locaux, à partir du moment où on leur donne des clés, nous, notre boulot, c'est de faire du mieux possible pour qu'on puisse financer leurs projets, les accompagner, etc. Donc, je ne dis pas qu'on arrive tout le temps, mais c'est bien l'objectif, qu'on ait une approche où nous, le back-office, on ne raisonne pas par rapport à des mesures prédéterminées à l'avance, mais qu'on se dit tous les matins, pour le maire de Saint-Dié ou pour ses autres collègues, qu'est-ce qu'on peut faire pour que son projet sorte. Voilà, donc ça, je pense que c'est la décentralisation de la responsabilité. Je pense que c'est un État accompagnant qui ne légifère plus, mais qui raisonne projet avec la collectivité, qui co-construit le dispositif, qui partage les diagnostics et bien sûr les objectifs. Et je vais finir par là, c'est un haut fonctionnaire qui vous le dit. Il y en a encore, rassurez-vous, Christian, qui est au... C'est vrai qu'on fait un peu vieux jeu de dire qu'on croit à l'intérêt général et on croit aussi au territoire, etc. Mais enfin, ça va peut-être gagner. C'est que, j'en ai perdu d'ailleurs ma conclusion, mais c'est que, oui, on a pris une initiative qui s'appelle Territoire pilote de sobriété foncière. Voilà, ça c'est un très bon exemple. J'ai proposé dans l'ensemble des 222 agglo Action Cœur de Ville, j'ai dit, mais avec votre service interministériel, on s'est fait une petite task force, on dit, mais est-ce que, mesdames, messieurs les présidents d'Interco et de villes ACV, est-ce que ça vous intéresserait de réfléchir à bâtir un projet de développement urbain, résidentiel, économique sur les principes de la sobriété foncière, c'est-à-dire d'abord, avant d'artificialiser, on s'occupe des friches, des dents creuses, démolition, reconstruction, diversification d'usage des bâtiments, etc. Une trentaine ont répondu positivement, ce qui est considérable. J'en parle à différents cabinets à l'époque ou administrations. Une réflexion de quelqu'un, je ne sais pas le nom, mais qui me dit, attendez, ça ne va même pas aider les maires. Première réaction de l'administration, pas aider les maires. Vous avez tout à fait raison. En France, on vote beaucoup de lois. Donc si effectivement, en votant la loi, on a réglé le sujet, on devrait être champion du monde pour tout le monde. Et vous voyez, je reviens à l'introduction du départ. On a voté la loi, et je sais, c'est les utile en disant la France doit faire un effort de réduction de son étalement urbain, etc. Mais on ne s'occupe pas de comment on le fait. Eh bien, avec ces territoires-là, et quand j'ai fait la tournée pour installer une sorte de copie locale, au titre d'ACV, de la sobriété foncière, j'ai dit, mais moi, je suis à vos côtés parce que nous sommes l'État qui va apprendre avec vous. On n'a pas la science. On ne sait pas vraiment comment. On sait qu'on doit faire, mais on ne sait pas comment le faire. Eh bien, grâce, mesdames, messieurs les maires et les élus, à votre action que vous allez engager, on va essayer d'accompagner le mieux possible. Ben, nous, l'État, on va apprendre à vos côtés. Et donc, peut-être que cette conception d'un État aussi qui apprend et qui accompagne les territoires est peut-être finalement aussi une forme de décentralisation où, enfin, on respecte la Constitution. Merci Roland. Je pensais aux dernières déclarations d'ailleurs, certaines déclarations de la Première ministre, qui veut limiter le nombre de lois, qui veut limiter, enfin c'est ce qu'elle a dit en tout cas, et qui veut mettre un terme précisément au développement des normes dont vous parliez tout à l'heure. Et bon, c'est un espoir. Est-ce qu'on est sur une voie nouvelle de ce côté-là? Patrick, tu vas réagir, non pas sur ce que je viens de dire, mais sur l'État qui apprend notamment, et ton expérience des collectivités territoriales, tes observations te permettent d'apporter ton concours et ton témoignage. Et puis Christian Pierret et Emmanuel également pour répondre à Roland Michel-Blaiseau. Patrick? Oui, la première chose, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle étape de décentralisation? Ah oui. Bon, c'est ça. J'en suis
J'en suis pas persuadé. Mais il y a dans les relations entre l'État et les collectivités territoriales une sorte de schizophrénie ou de dédoublement de personnalité. Il y a, certes, du côté de l'administration, du côté de la technostructure, des mauvaises, enfin, mauvaises Depuis habitudes. des siècles, depuis des Bon, siècles. mais il y a aussi de la part des élus locaux, souvent, une tendance à s'en remettre systématiquement à l'État, à attendre tout de l'État aussi, se retourner vers lui dès qu'il y a des problèmes. On est là dans une relation totalement bancale. Et alors, moi, sincèrement, je connais bien le programme Action Cœur de Ville et je dirais presque que c'est une sorte de modèle de ce qui peut être mis en œuvre. Il n'y a pas qu'Action Cœur de Ville, il y a Territoire d'industrie également. Bon, il y a eu de ce point de vue-là, lors du dernier quinquennat, un véritable changement d'approche, mais qui reste encore très parcellaire. Il faut, on a vu les difficultés à mettre en œuvre une relation, comment dire, équilibrée entre l'État et les collectivités territoriales, à l'occasion avec la mise en place de la Conférence nationale des territoires. C'est pour ça, là, maintenant, va être mis en place un Conseil national enfin, on va être installé un Conseil national de la refondation. J'ai le sentiment parfois qu'il y a un côté apprenti sorcier chez Macron et avec des tentatives, des expérimentations. Comme ça, Conférence nationale des territoires, tous les élus locaux la réclamaient, en fait, toutes les associations d'élus locaux la réclamaient. Et au bout d'un an, ça s'est arrêté, faute de qualité de dialogue entre l'exécutif et les élus locaux. Et je pense que la responsabilité. Alors ensuite, il y a eu aussi une certaine posture d'opposition des associations d'élus locaux, relayée et alimentée par le président du Sénat. Je regrette. Mais bon, avec cette idée, on va reconquérir le pouvoir par les territoires. Sacrée gageure. Et donc, je pense, alors ensuite sont arrivés, bon, évidemment, la crise sanitaire, bon, tout ce qui a suivi. Mais si d'emblée les élus locaux se situent dans un rapport de confrontation avec l'État, et sans s'empêcher, encore une fois, de quémander quand ils ont besoin. On est toujours sur une sorte de double jeu. Ça ne peut pas fonctionner. La preuve, donc, par la conférence des territoires, et ce qui m'incite à penser que le Conseil national de la refondation, c'est pas gagné. Je parlais tout à l'heure d'un côté apprenti sorcier, on a eu le grand débat, on a eu la Convention citoyenne sur le climat, avec des attentes démesurées, mais que le président de la République a lui-même suscité. Quand il dit, mais tout ce qui sortira de la Convention citoyenne sera mis en œuvre, sans exception, sans filtre. Ouais, puis enfin, peut-être quand même, on va mettre un ou deux filtres, et puis finalement, quoi, c'est plus que des filtres, quoi. Ça a été, hein, c'est un véritable bouchon, quoi. Donc, voilà. Un autre aspect en ce qui concerne les collectivités territoriales, je suis là profondément convaincu que une réforme de la fiscalité locale est nécessaire.
Là aussi, côté apprenti sorcier, avec la suppression de la taxe d'habitation, enfin suppression, le terme est mal choisi parce que c'est pas tout à fait une suppression, c'est suppression pour le citoyen qui s'en acquitte ou qui s'en acquittait. Mais depuis, il y a une sorte de mécano qui a été mis en place, mécano insatisfaisant, inachevé, et donc, par la force des choses, il va falloir retrouver un équilibre fiscal pour. Est-ce que, bon, encore une fois, Action Cœur de Ville, territoire d'industrie, etc., c'est bien beau d'accompagner les collectivités, de les soutenir dans leurs projets. Cette démarche, moi, je l'appuie à 200%. Hein. Mais la capacité des collectivités à développer justement, enfin à appliquer la loi, à appliquer la loi, parce que c'est les capacités d'investissement, etc. Ça nécessite de reforger l'architecture de la fiscalité locale. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Appliquer la loi, c'est le leitmotiv régulier. Christian Pierrette, pour répondre sur les observations d'ailleurs de Patrick et en même temps de Roland. Je suis d'accord avec Roland et avec ce que vous venez de dire. Je vais prendre un exemple de ce qui me paraît important pour la Startup Nation. Des pièces essentielles de l'avion Rafale, essentielles, uniques au monde, sont fabriquées par une petite entreprise de 300 personnes qui se trouve à Varennes en Argonne, lieu historique où était arrêté le roi Louis XVI en 1791. C'est une commune de 3000, même pas 2500 habitants, où il y a une personne qui a fondé cette entreprise, qui a cru, etc., et qui fonctionne. Une des pièces essentielles de tous les vaisseaux spatiaux et de toutes les fusées transportant des personnes humaines est fabriquée à Saint-Dié-des-Vosges, la ville dont j'étais le maire. Il s'agit de micro-filtres ou de nanofiltres. De nano, c'est 10 puissance moins 9, filtres en or tissés qui sont nécessaires à certains circuits dans lesquels passent des liquides qu'il faut filtrer de manière très, très, très fine. Hein. 1 sur 10 avec 9 zéros. La taille de... Bon. Et ainsi de suite. Donc, il y a une formidable capacité d'initiative dans les entreprises, dispersées, comme le disait Roland, dans des endroits que vous avez qualifiés d'improbables, et qui expriment la capacité française, qui est exceptionnelle en Europe, de créativité. Je pense qu'on est un pays, probablement un pays d'Europe, avec l'Italie aussi dans le domaine industriel, qui a le plus de capacité d'innovation. Ce n'est pas l'Allemagne, contrairement à ce qu'on croit. C'est nous qui avons une souplesse, une agilité, une capacité de rassembler des choses que personne d'autre n'avait pensé rassembler, qui produit de l'industrie. C'est ça qu'il faut qu'on encourage, parce que c'est là que se crée, le rapport au travail qui doit être rétabli dans la société comme fondateur du lien social. 2, le lien social de collaboration qu'implique la liaison avec les collectivités territoriales, locales, parce que à Varennes en Argonne, la boîte elle compte, donc on fait tout pour qu'elle marche bien, y compris sur les équipements publics, sur ce qui accompagne l'entreprise, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, à savoir il faut une piscine, il faut que les cadres supérieurs avec des têtes comme ça puissent venir travailler là, il faut qu'il y ait la proximité d'un aéroport, etc. Il y a plein de choses qui constituent l'environnement de cette initiative entrepreneuriale. Et c'est comme ça qu'on va rebâtir en France une motivation à partir du travail, à partir de l'innovation, mot que je répète et qu'il fallait prononcer cet après-midi plusieurs fois. Ce qui compte aujourd'hui pour créer de la valeur, c'est l'innovation de rupture, en médecine comme ailleurs. On l'a vu avec les vaccins. Une petite boîte de 40 personnes allemandes est capable d'être beaucoup plus forte que Pfizer qui l'a racheté. Nous avons une très grande entreprise pharmaceutique française qui s'appelle Sanofi,
qui vient de déclarer la semaine dernière qu'elle avait un échec formidable pour avoir dépensé plusieurs milliards sur un sujet, mais elle va sortir un vaccin plus universel que le vaccin actuel sur les virus, etc., etc. Donc il y a des capacités françaises formidables. On les stériliserait si on ne créait pas une nouvelle relation, c'est le sujet politique P majuscule français, une nouvelle relation entre l'État, lato sensu. L'État, c'est aussi bien les collectivités territoriales que la région, que l'État français, que l'Union européenne. Il faut créer une relation entre l'entreprise et tous ces corps publics. Et il faut créer une dynamique à partir de là, qui est la seule qui nous permette de répondre, de renvoyer un revers croisé aux États-Unis d'Amérique et à la Chine, et demain à l'Inde. Et si on élevait un petit peu le débat auprès du peuple français en lui disant, voilà, ton existence même en tant que peuple est liée à ce qu'on va faire avec l'État, avec notre tradition. On vient de Colbert, on vient de l'absolutisme royal, on vient de Napoléon, on vient de l'école publique, j'en parlais tout à l'heure. Tout ça, c'est un acquis fantastique. Il faut qu'on le mobilise pour répondre aux défis de cette petite moyenne nation qui, aujourd'hui, est capable, au sein de l'Union européenne et avec elle, de répondre à la Chine et aux États-Unis. Sinon, demain, ça sera les grands héros d'aujourd'hui, les patrons des GAFAM, qui vont dicter non seulement à leur pays, les États-Unis d'Amérique, mais aussi à l'ensemble du monde, les données dans lesquelles nous allons vivre. À la fois, et qui vont régir ainsi le travail, les revenus, les rapports entre les États entre eux, etc. Ou alors, on sera abandonné au populisme guerrier à la Poutine. Mais pour éviter et l'un et l'autre, il faut qu'on construise quelque chose d'original qui suppose que notre démocratie s'adapte à l'innovation, à l'entreprise, au local et j'appelais ça la pollinisation croisée entre l'État au sens large et le monde entrepreneurial. Tout passe d'ailleurs par une réforme très profonde de la formation professionnelle, qui est très insuffisante. Notre grand problème, c'est la formation professionnelle. Je parlais tout à l'heure des soudures dans une centrale nucléaire, et c'est très significatif. On ne sait pas faire des soudures à la hauteur de l'enjeu d'une centrale nucléaire. D'où l'arrêt actuellement non pas de 24 centrales, comme disent parfois certains, mais de 24 tranches. Et la problématique de cet hiver qui est qu'on a un problème très sérieux parce que l'abandon officiel, à force d'avoir dit c'était sous Hollande, on abandonne le nucléaire, on va passer à 50%, etc. Les gens se sont dit je ne suis plus ingénieur dans le nucléaire, ce n'est pas un secteur d'avenir. Je ne suis pas technicien supérieur, je ne suis pas technicien, etc. Aujourd'hui, on se retrouve avec être obligé de prendre des techniques américaines ou des techniques dans d'autres pays qui n'ont pas abandonné comme... et les Allemands, tout malins qu'ils sont, après avoir empoisonné l'Europe avec le charbon et le lignite, qui représentent encore 42%, mesdames et messieurs, de la production électrique allemande, 42%, presque 1 kWh sur 2, provoque une pollution en hiver, quand il fait très froid, tout à fait considérable, que je cite dans un de mes livres. L'OMS estime qu'il y a 24 000 morts prématurées en Europe à cause de l'utilisation du charbon par la Pologne, l'Allemagne et la République tchèque, je crois. Donc, toutes ces réalités-là requièrent de notre part une réponse. La réponse est celle d'une mobilisation sur d'autres plans que le plan de la démocratie classique. C'est-à-dire, si on veut mobiliser la population française, il faut lui dire qu'elle prendra le pouvoir dans cette direction-là. Et la direction, il faut aussi la donner. Si on fait des élections politiques sans donner de direction, on est élu, puis on nie quelqu'un plutôt qu'un autre. Bon, les gens, ils ont voté, il ne faut pas se cacher, ils ont bien voté parce qu'ils ne voulaient pas de Le Pen. Ils ont plus voté parce qu'ils ne voulaient pas de Le Pen que parce qu'ils voulaient de Macron. Pour une raison d'ailleurs que Macron ignore, mais bien que je l'ai souvent dite, c'est qu'il fait l'objet curieusement, d'un rejet personnel de la part de tous les gens que je citais au début de mon exposé. Il n'est pas aimé en tant que personne. C'est très très curieux, sa personne ne passe pas auprès du petit peuple. Alors il ne veut pas l'admettre. Bon, je veux lui dire, c'est pas vrai, c'est tout ça, c'est des histoires de son... Pardon. Mais je pense que ça se lit dans certains... L'approche de Macron par
par les gens qui se sentent déclassés, elle est très négative personnellement. Alors il a une idée. Macron, c'est comme Fabius, c'est comme Juppé, c'est des gens qui, avant qu'on ait commencé la phrase, ils ont compris ce qu'on veut dire. Donc, c'est sur des étincelles d'intelligence, de réactivité, etc. Mais ça passe pas auprès des gens qui disent « Moi, je suis abandonné, je suis ASH à l'hôpital de Saint-Dié, je gagne mal ma vie et pourtant, Dieu sait que je bosse et c'est vrai. Dieu sait que j'ai pas d'horaire et c'est vrai. Dieu sait que bon, je suis nécessaire et c'est vrai. » Et tous ces gens-là, ils se sentent rejetés. Donc il faut qu'on les remette dans le circuit. Il faut les remettre dans le circuit en pensant que la France peut répondre, peut être innovante et peut être démocratique en même temps, c'est-à-dire les associer, eux, et à l'argent et au pouvoir. Parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un. Merci Christian, c'est une transition pour Emmanuel Rivière sur, enfin les propos en tout cas, notamment sur Emmanuel Macron, mais une réflexion aussi sur à Roland Mouchel-Buzeau pour les collectivités. Avant que Daniel Lamarck, qui a pris beaucoup de notes depuis ce matin, nous fasse la conclusion d'un travail laborieux, mais on la félicitera tout à l'heure sur ce compte-rendu d'audience. Emmanuel. Effectivement, sur le dernier point, confirmer à Christian Pierret que Ça va Emmanuel Macron ne suscite pas que des sentiments positifs. On l'a mesuré en détail. Je pense que ce que vous avez dit ensuite invite à un certain nombre de réflexions que je partage plus qu'en observateur qu'en homme d'études, qui est le rôle des entourages pour permettre aux dirigeants d'avoir la lucidité nécessaire pour prendre conscience d'un certain nombre de choses. Je pense qu'on se précipite plus facilement pour annoncer les bonnes nouvelles que pour dire « Monsieur le Président, vous êtes exaspérant pour telle proportion des Français ». Et je pense aussi que plus globalement, d'ailleurs, des sujets qu'on observe, qu'on va pouvoir analyser, c'est la grande difficulté des gens qui gagnent les élections à comprendre pourquoi ils les ont gagnées. Souvent, d'ailleurs, les problèmes commencent dans la différence entre les raisons pour lesquelles on a vraiment gagné une élection et les raisons pour lesquelles on croit les avoir gagnées et le mandat qu'on croit avoir. Après, sur cette question de mandat, on en revient à la question de la légitimité. Votre dernière intervention laisse entendre qu'il y a bien quelque chose à refonder. Alors, pas sûr d'avoir, de la perspective d'où je me place, qui est de l'observation des Français, de leurs attentes, de leurs aversions aussi, de leur résistance parfois, d'être tout à fait sur les mêmes thèmes, mais il semble qu'il y en a un qui est majeur, parce en fait, de là découle beaucoup de choses, c'est le consentement à l'impôt. Mais c'est pas très déconnecté de ce que vous disiez tout à l'heure de la solidarité, en fait. Je pense que c'est un de nos sujets majeurs, c'est-à-dire que là, le principe de la solidarité est assez peu remis en cause dans le pays. Ses modalités sont perpétuellement questionnées et dans des manières qui fabriquent ce qui nous met d'ailleurs au dernier rang européen là aussi, la difficulté à penser que les gens de ce pays ont beaucoup en commun. Alors, je ne dis pas que la majorité des Français pensent que les Français n'ont pas grand-chose en commun, mais là où la moyenne européenne, c'est à 75%, nous, on est à 60% et dernier sur cette question-là. Et c'est, je pense, cette question du consentement à l'impôt, enfin, en gros, on est un peu bloqué là, dans une espèce de constat qui est qu'on a un taux de prélèvement obligatoire qui nous met au 2e ou au 3e rang européen, que beaucoup de dirigeants énoncent. Et en fait, ça n'évolue pas, parce que tout simplement, on sait aussi que ce qui permettrait de s'aligner sur d'autres pays, on ne le fait pas parce que ce n'est pas acceptable du point de vue de besoins exprimés en termes de services publics. Donc là, on a un vrai sujet où il y aurait une nécessité de refondation, au sens où il faudrait vraiment remettre en débat autour de quoi, autour de quels principes, autour de quelle manière se fait la redistribution, les services publics et qui doit contribuer. Il y a un deuxième débat qui est en filigrane, c'est le débat autour du défi climatique, qui est une des grandes priorités des Français, mais
ça va pas très au-delà de la prise de conscience, en fait. Il y a peu de gens qui remettent en doute aujourd'hui l'idée qu'il y a un réchauffement climatique d'origine humaine, essentiellement humaine ou un peu des deux, naturelle et humaine. Là, il commence à y avoir un doute. Mais il y a un sujet là-dessus. Et honnêtement, je travaille comme observateur, pardon de sortir un peu de mon rôle de sondeur. Ce qui se passe aujourd'hui prouve bien qu'on n'est pas des êtres parfaitement rationnels. Je pense qu'on est plusieurs ici à avoir fait des études supérieures. Si ce qu'on a appris sur les bancs de l'université en termes de recherche d'information, de sourçage de l'information, de vérification de sa véracité, de hiérarchisation des informations, d'acquisition des grandes ordres de grandeur était vraiment appliqué, on parlerait que de ça. Mais heureusement, pour peut-être notre santé mentale, on a une capacité à mettre ça à distance qui est colossale. Mais honnêtement, enfin, ouais, pas vous faire la leçon, tout ça on le sait, on l'a intégré, mais on le met à distance. Mais ce que je dis par rapport à, en revenant avec ma casquette questionnaire, en fait, il manque le débat. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui sont dépourvus de l'instance ou de l'espace où on met en débat la question de savoir qui doit faire quoi, comment, de quelle manière. On est sur un débat pointilliste. Barbecue, jet privé, etc. Tout ça, c'est des éléments. On pourrait débattre avec Christian Pirret de la nécessité d'avoir un aéroport à côté de Varennes en Argonne. A priori, depuis Paris, ça peut se faire en calèche. Mais qu'au moins, on en discute. Qu'au moins, on en discute. Et ce débat-là, il me semble manquer. Et par rapport à ça, c'est vrai que je suis un tout petit peu dubitatif sur, moi aussi, comme Patrick, sur le Conseil national de la refondation, parce que pour le coup, je pense que les Français en ont beaucoup trop entendu. Et que pour refonder, il faut avoir des fondations, et que dans le contexte qu'on a décrit tout à l'heure, il n'y a pas de fondation si les Français ne sont pas puissamment invités à un débat, et c'est devenu quasi impossible de les inviter dans ce genre de débat. Moi, je fais partie des Français qui sont incapables de citer une décision issue du grand débat et inspirée par les Français qui ont participé au grand débat. Peut-être on est plusieurs ici à ne pas pouvoir citer. Et comment voulez-vous qu'après les gens se disent, tiens, là, il va se passer quelque chose, une opportunité. Et je pense alors, évidemment, les sondages, ils ne servent pas à faire de la décision politique. Par contre, ils servent beaucoup à faire de la communication politique, mais intelligemment, par la compréhension du public. Et c'est vrai que là, on a un enjeu de réflexion, je crois, pour en revenir au projet Cœur de Ville, à l'articulation avec les collectivités locales. On a tous en tête que les élus, ils ont un maire cher à leur cœur. C'est le maire. Ils ont un élu cher à leur cœur, pardon, c'est le maire. Et on dit toujours, c'est la proximité. C'est pas que la proximité géographique, je crois. C'est aussi une forme de proximité temporelle. Quand on travaille comme on le fait, en accompagnement des collectivités locales sur leur communication, quand il y a un projet, comme un projet Cœur de Ville, le maire en parle au moment où il le lance, raisonnablement, et puis il en parle beaucoup au moment où il le livre. Et ça aussi, ça crée de la proximité, en fait. Quand il y a une séquence courte et tangible, en fait, entre le moment où on parle et le moment où on livre. Quand on fait des lois, et on a beaucoup parlé de la profusion législative, quand est-ce qu'on parle ? On parle avant que ce soit présenté en Conseil des ministres. Beaucoup quand c'est présenté en Conseil des ministres, vaguement quand c'est discuté au Parlement. Alors s'il y a un 49.3, là, on va un peu s'exciter, etc. Et puis quand 18 mois plus tard, une partie des décrets d'application sont passés, plus personne ne parle de ce qui se fait. Et là, je suis tout sauf économiste, donc il y a plein de gens dans la salle qui vont me corriger si l'analogie n'est pas pertinente. Mais je pense qu'on est vraiment dans un phénomène de dévaluation de la parole publique, au sens où on fait tourner la machine à blabla de manière exagérée par rapport à ce qui est vraiment livré, notamment au moment où c'est livré. Et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles ça s'est beaucoup dégradé avec la profusion des chaînes info, c'est qu'il y a une surface d'exposition des responsables politiques nationaux qui produisent et qui sont sommés finalement de dire qu'ils vont livrer des trucs, sauf que c'est toujours plus vague, toujours plus loin,
toujours plus risqué dans la capacité à délivrer, et qu'une forme du discrédit de ces politiques dont on pense qu'ils n'ont pas vraiment de prise sur le réel, elle vient de là. C'est peut-être pas si difficile à corriger, ça il faudrait peut-être, si j'étais, et ça n'arrivera jamais, conseiller du président de la République ou du Premier ministre ou du porte-parole du gouvernement, je pense que j'interdirais aux ministres d'aller dans les matinales. En fait, qui sont des machines à langue de bois. C'est-à-dire que vous commencez, votre collègue du gouvernement a dit une bêtise la veille. Ça arrive, ils sont nombreux. Vous êtes déjà sommé de répondre là-dessus. Vous êtes complètement équipé par les éléments de langage qui vous ont été fournis par Matignon. Donc vous fabriquez un truc complètement artificiel, les gens l'entendent. Donc déjà, ils ont décroché. Et puis, quand au moment... Après, vous avez toute cette séquence où ceux qui vous interviewent se croient obligés de vous donner la réplique et de penser que ce que vous faites, c'est mal, parce que sinon, dans leur déontologie de journaliste, ça ne va pas. Puis, il y a un petit moment très faible où on va un peu dire, vous allez un peu dire ce que vous allez faire et qui n'arrivera que dans 18 mois. Et voilà, je pense qu'il y a une espèce de... S'il y a une fin de, non pas de l'abondance, mais de la parlance, si je peux me permettre le néologisme, qui doit être trouvé, c'est dans ce décalage. C'est pas si mal la France, mais la manière dont on pense qu'elle n'est pas gouvernée, je pense, vient beaucoup de ce décalage entre la parole et les actes qu'on n'a pas au niveau des collectivités locales, parce que pas souvent de contrôle. On ne parle pas en disant ça va être formidable, il y aura une piscine dans 18 mois. Et s'il y a une élection entre-temps, le successeur ne parle pas de la piscine parce que c'était le prédécesseur qui l'avait faite. Alors, c'était les réflexions qui m'ont inspiré vos interventions aux uns et aux autres. Pardon du côté un peu décousu. Ouais. Non, juste une réflexion. Peut-être aussi que la confrérie médiatique devrait faire son examen de conscience. Pour rebondir, pardon, je ne vais pas abuser sur ce que vient de dire Patrick, je pense qu'il y a quand même, on a tous des métiers dont on s'est dit qu'est-ce que ça a bougé au cours des 30 dernières années. Et je pense que dans les modes d'opératoire, effectivement, le journalisme politique et une certaine manière de faire de la politique n'a pas beaucoup bougé alors que les outils ont évolué, ce qui est quand même étonnant quand même, compte tenu de ce qu'on a. Les gens de ma génération qui travaillent depuis 3 décennies trouvent que ça secoue quand même beaucoup la manière dont il faut s'adapter à des nouveaux modes de production, de machin, etc. Et je ne sens pas la même évolution dans certains corps de métier. Excusez-moi, juste 30 secondes, Denis. Je voulais rebondir sur la notion du temps. Je crois que c'est très important. Je crois qu'on n'a pas pris conscience de la vitesse vertigineuse à laquelle tout le monde doit s'adapter actuellement. Regardez les commerces. Moi, je coupe beaucoup des commerces de centre-ville. Mais entre non seulement les grandes surfaces, l'ubérisation, le truc en ligne, c'est pas en 5 ans qu'ils doivent s'adapter, c'est en 6 mois. Après, en plus, une crise. L'administration doit s'adapter, les collectivités doivent faire face à des défis, ne serait-ce que l'augmentation exponentielle de leur charge d'énergie où elles ne pourront pas boucler leur budget. On est tous, administration, collectivité, entreprise, secteur professionnel, on est aujourd'hui devant un défi de l'urgence d'adaptation où même l'adaptation climatique paraît très lointaine par rapport aux adaptations qu'on doit faire aujourd'hui, sur la manière dont on fait, sur ce qu'on doit faire. Et c'est ça qui rend aussi, en termes de parole publique, en termes d'action publique, en termes de ressenti de nos compatriotes, il y a quand même un côté vertigineux en ce moment, enfin depuis quelques temps, qui est quand même assez colossal. Et c'est là où, effectivement, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure par plusieurs d'entre vous, redonner du sens, redonner une certaine visibilité, non pas que ce sera facile, mais aujourd'hui, c'est vrai que toutes les professions sont impactées par un impératif d'adaptation, je veux dire, qui est déroutant. Oui, bien sûr, nous tous, bien sûr. Nous allons procéder à la conclusion par Daniel Lamarck. Je vais essayer de... merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas dénaturer la richesse de tout ce débat. Alors, un nouvel équilibre, est-ce que c'est un nouvel équilibre ou un rééquilibrage? Parce qu'on a toujours entendu pendant des années que notre démocratie parlementaire était déséquilibrée par le fait majoritaire, que les débats étaient tronqués, que l'opposition n'avait pas de pouvoir et que finalement, ça ne marchait pas bien.
Donc, ce qu'on voit là maintenant, on l'a entendu, la sénatrice nous a dit le Sénat n'existait pas. Donc, il y a un rééquilibrage effectivement entre les deux chambres. Et cette question qui est évoquée de la nécessité du compromis, auquel, semble-t-il, nous ne savons pas faire. Hein. Il faudra dépasser notre catéchisme. On voit bien que les compromis ne fonctionnent pas. Est-ce que ça nous invite pas à interroger nos questionnements traditionnels? Parce que les réponses que l'on voulait apporter à ce défaut d'équilibre, c'était la proportionnelle. On est dedans. Est-ce que ça fonctionne si bien que ça? On s'est posé aussi la question de la représentativité socio-professionnelle. On l'a. Ce qui pose une nouvelle question, c'est est-ce qu'il y a un métier de député ou de sénateur? Est-ce que c'était plus facile avant? Christian Pierret nous a dit que finalement, on s'entendait mieux et on arrivait à trouver des solutions. Et maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Or, avec le renouvellement rapide que vous avez évoqué des élus, on s'aperçoit que peut-être ce métier, ce savoir-faire, ces connaissances sont plus difficiles à mettre en œuvre, à exprimer. Je vous rappelle le débat et l'inquiétude, l'angoisse même qu'il y a eu quand il s'est agi de poser la question de la présidence de la commission des finances, dont on s'est aperçu qu'on ne savait pas à quelle opposition elle serait confiée et ce qu'il en sortirait. Monsieur Coquerel a dit qu'il aurait une attitude extrêmement ouverte vis-à-vis des amendements de l'article 40, donc on verra effectivement comment ça va se passer. Donc on a finalement des interrogations, des incertitudes, on l'a dit, incertitudes financières, économiques, sociales, géopolitiques, qui nous posent, qui nous révèlent des problèmes antérieurs, des problèmes nouveaux, des problèmes renouvelés, vous l'avez tous dit, effectivement, une défiance majeure, non seulement vis-à-vis des partis, et de la vie politique, mais vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de l'expertise, vis-à-vis du savoir, d'où la difficulté sans doute à créer ce débat que vous avez évoqué. Est-ce qu'une mise en débat des problématiques est possible? Est-ce qu'elle est possible au Parlement seulement ou est-ce qu'il faut s'appuyer sur d'autres cercles? Vous avez mis plusieurs doutes sur le CNR qui, du temps où le plan existait, ces questions-là existaient, elles étaient évoquées avec tous les partenaires sociaux. Vous avez peut-être traité un peu rapidement les résultats de la Convention citoyenne ou de grand débat public. Regardez passer un train, il y a écrit dessus que le train consomme moins de CO2 que l'avion ou que la voiture, et Air France a lancé toute une politique justement de carburant neutre. Donc, il est possible quand même qu'une prise de conscience se fasse autour de la transition écologique et qui a été évoquée et qui relève effectivement essentiellement des territoires. Donc, ces incertitudes nous posent, je crois, la question du fonctionnement des institutions et du fonctionnement en particulier du Parlement et de sa capacité à instaurer un débat sur des sujets et à traiter les vrais sujets. Puisque, vous l'avez dit, l'État impose à travers des lois excessives, excessivement renouvelées, des normes aux collectivités locales sans les consulter, sans les associer. Alain Lambert, qui préside le Conseil national d'évaluation des normes, dit ça de manière répétée et ferme. Il suffit de regarder le nombre d'avis défavorables qui ont été rendus le 8 septembre par le Conseil. Les collectivités ne sont pas associées. Donc cette question-là de la représentativité du débat, de l'organisation et de la capacité du compromis, qui semble-t-il, est-ce que ça nous est interdit en France? Vous avez rappelé des pays qui le pratiquent. J'ajouterai l'exemple du Parlement européen qui fonctionne sur ce système-là et de façon tout à fait harmonieuse. Donc ça veut dire que ça nous renvoie à la question de l'exercice de la démocratie, parce que finalement, on parle de politique et les gens parlent d'autre chose. Ils parlent de leur vie, de ce qu'ils gagnent, de la voiture qu'il faut prendre et du plein qu'il faut faire dans la voiture pour aller se rendre au travail, etc. Donc, on est dans deux mondes, finalement, qui ne se sont pas encore bien rencontrés, probablement parce que l'État a encore beaucoup à apprendre du local et à considérer que les dispositifs, les normes, les débats, les choix politiques doivent se préoccuper
de la vie des gens. Alors, on est dans un débat, vous l'avez dit, qui est complexe, puisque Christian Pierret l'a dit, les gens parlent de leur vie, ils parlent de leur vie et aussi de la façon dont ils se sentent compris ou pas compris par les politiques, et en particulier, je suis tout à fait Emmanuel Riquière là-dessus et d'autres, sur l'appréhension, Christian Pierret, pardon, sur l'appréhension qu'ils ont du président de la République, dont ils pensent être, par lequel ils pensent être méprisés et mal considérés. C'est vrai qu'il y a un rejet personnel très fort, ça vous l'avez dit, qui interroge sur effectivement l'image même des personnes politiques. Vous l'avez dit, plusieurs d'entre vous, on ne sait plus finalement qui représente quoi et quelle valeur. Donc cette question pose, et vous l'avez illustré très bien, sur le renouveau d'une territorialité qui, semble-t-il, est quand même encore très étranger à la culture française, notamment à la culture étatique et technocratique, puisque on peine à développer des démarches de différenciation et de territorialisation dans un pays qui est férocement attaché à une idée d'égalité qui l'aveugle d'ailleurs sur les inégalités existantes, et de la même chose, one size fits all, la même chose sur l'ensemble du territoire. Donc cette question-là, bon, vous l'avez dit, la capacité de renouveler à partir du territoire la vie des gens et la décision politique, mais qui suppose aussi, ça vous l'avez pas dit, quand même une coopération, une coordination entre des collectivités locales qui n'ont pas forcément envie de déterminer les mêmes choses, parce que les villes moyennes, certes, mais vous l'avez dit aussi, la question des métropoles et de tout ce qui les environne, et le fait que les gens ont été chassés du centre de métropole, qui sont devenus certes très belles, très bien végétalisées, mais avec une montée du prix de l'immobilier considérable, et qui fait que, et c'était l'objet des Gilets jaunes, et c'est pour ça qu'ils étaient sur des ronds-points, parce que la voiture est au cœur de leur souci, qui fait que, bon, et puis densification, quand on aime le pavillon avec je ne parlerai pas du barbecue parce que c'est devenu un sujet complexe maintenant, mais bon. Mais dans ces cas-là, effectivement, donc comment aussi mettre en place comment construire une décision politique qui ne conduise pas à un affrontement entre densification et pavillon, entre fiscalité écologique et refus de l'impôt, etc. Donc c'est effectivement un enjeu majeur pour l'État. Et vous l'avez dit, sans doute une réforme culturelle importante, c'est-à-dire l'État doit apprendre et concevoir non seulement le rôle des élus locaux de manière différente, mais le rôle des entreprises. Et ça, on l'a vu avec la pandémie, vous l'avez dit, du côté des collectivités locales, une méfiance qui fait qu'on a mis plusieurs semaines à accepter que les départements fassent des tests dans les laboratoires vétérinaires, et qui fait qu'on s'est méfié des entreprises. Quand Angela Merkel mettait toutes les grandes entreprises autour de la table pour se débrouiller pour acheter des masques, on se méfiait au contraire du privé. Donc ça, c'est un enjeu... les cliniques. Absolument, et les cliniques privées, pareil. On a préféré envoyer des gens en TGV à l'autre bout de la France alors que les cliniques étaient vides. C'est-à-dire que le train avec les malades passait devant les hôpitaux privés, etc. Donc là, il y a effectivement des questions culturelles qui sont politiques, mais qui sont culturelles aussi, et qui sont certainement dans on a parlé de catéchisme, notre catéchisme du système bipolaire, mais il y a un autre catéchisme quand même de la rationalité de l'État et de sa capacité à s'ouvrir. Et je crois que voir là où est la vie des gens, là où est la vie économique, là où se fait la richesse, là où se fait la vie, est quelque chose qui semble évident, mais qui n'est pas du tout au cœur en fait du logiciel, non seulement de l'État, mais du logiciel politique. Donc ça ouvre beaucoup de questions, et notamment sur la transition écologique que vous avez évoquée, qui est un formidable défi, et pour lequel, vous l'avez dit, on n'a pas le temps. C'est maintenant. Je crois que l'exposé qui a été fait par la membre du GIEC devant le séminaire gouvernemental était redoutable. Elle a mis sur les réseaux sociaux son PowerPoint, mais c'est bien, on n'a pas le temps.
c'est maintenant. Si on ne fait rien maintenant, le réchauffement va atteindre des niveaux considérables et l'été qu'on a passé nous donne un peu la température, si j'ose dire. Voilà, donc beaucoup de questions. Évidemment, je les ai très mal et très vite résumées, mais qui ouvrent, je crois, des réflexions nouvelles, non seulement sur la vie politique, mais sur l'action de l'État et sur, vous l'avez dit, avec un peu de méfiance vis-à-vis du CNR. Je ne veux pas défendre le CNR, mais je pense qu'il y a inventé une forme d'association de la parole citoyenne qui ne passe pas par le référendum, qui ne passera peut-être pas par le CNR, qui est passé un peu par la Convention citoyenne, qu'on a oublié parce que, comme Macron avait fait l'erreur de dire on reprendra sans filtre et qu'il a refusé certaines choses, ils ont voté majoritairement non pour l'adoption de mesures qu'ils avaient proposées. C'est quand même un peu dommage. Mais enfin, quand même, le train pour aller à moins de 2 heures de Paris, je crois que ça, c'est quand même acquis, mais il y a d'autres éléments. Voilà, donc beaucoup de questions ouvertes. Ça veut dire, Denis, que notre colloque devra essayer d'y apporter non pas des réponses, mais des pistes nouvelles. En tout cas, merci à tous et pardon d'avoir certainement tronqué ou déformé vos paroles. Merci Daniel. Une conclusion utile qui laisse des perspectives d'avenir. Bien sûr, Marc, on clôture ce colloque. Je crois que la clôture a déjà été faite en termes en tout cas de messages. Moi simplement, je n'oublie pas et nous n'oublions pas que nous avons des auditeurs à distance. Ça fait partie des moyens de communication modernes. Essentiellement d'ailleurs beaucoup de professionnels experts comptables et je voudrais m'adresser peut-être à eux, non pas en conclusion. La conclusion a été donnée brillamment. Madame Lamarque nous a fait une belle synthèse de ce que je crois, et pour ceux qui sont restés en ligne, restera certainement un grand moment d'échange et de valeur ajoutée dans ce qui est la réflexion et le débat. Je dirais simplement à l'adresse de mes confrères et puis ceux qui sont d'autant plus, comme je le suis, porteurs d'un mandat, dans cette crise qui n'est pas que climatique, et j'ai bien compris le sens de la crise systémique dans laquelle nous sommes engagés, avec une accélération du temps, je reprends bien le propos. Il y aura un rôle essentiel pour des professionnels comme nous sommes, mais d'autres bien sûr, notamment, et ce qui a peut-être été moins évoqué, mais qui était sous-tendu par tous les propos, c'est le poids de la régulation et de l'information au cœur des systèmes, et notamment de la valorisation de tous les moyens qui peuvent être mis en œuvre. On pense bien sûr à la finance, mais d'autres moyens. Et cette régulation et ce sens, entre guillemets, de l'appropriation de l'information au cœur des systèmes, c'est bien sûr un des rôles essentiels que doit jouer l'expert comptable dans l'entreprise, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Donc j'invite tous les confrères qui étaient en ligne, en tout cas ceux qui sont porteurs d'un mandat public, à renforcer le rôle de l'association. Et j'en profite pour dire, Madame Lamarque renvoyée à un prochain colloque, bien c'est une invitation, Denis. Je crois que la collaboration fonctionne bien. Merci en tout cas pour l'excellence de ces débats. Ça a été certainement un grand moment pour tous. Et merci à vous tous pour y avoir participé jusqu'à cette heure-là. Et Dieu sait que ce n'était pas évident de pouvoir tenir, entre guillemets, le temps. Merci. Denis, si tu veux... Non, c'est très bien. On se donne rendez-vous alors très prochainement. Très prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.